Sunday Night Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Lupin, la nouvelle série de Netflix avec Omar Sy, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Lupin ? Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killers pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir de leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. Le principe est simple, on va s'intéresser à chaque fois au premier épisode de la série que l'on traite, on va la décortiquer, l'analyser, vous donner nos avis précis et vous ressortirez de ce podcast en étant de véritables experts, peut-être aussi experts que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killeuse est une productrice et elle est un peu notre Heisenberg de Breaking Bad à nous. Sous son apparence bien gentille, elle gère un énorme trafic de drogue, c'est Elsa Morel. Chut, faut pas le dire. Ouais, avec cette voix qui fait peur déjà. Je fais peur, faut le savoir. Notre second serial killer est un producteur artistique chez Canal+, il est notre Tyrion Lannister, il a toujours la bonne analyse et le bon mot pour déclencher une guerre, c'est Florian Guillot. Et surtout, il est tout petit, bonjour. Exactement. Et finalement, nous retrouvons une serial killeuse attachée de presse qu'on n'ose pas énerver. En effet, elle nous fait beaucoup penser à Eleven de Stranger Things. On aurait peur qu'elle nous écrase contre un mur pour une gaufre. C'est Emma Salvarelli. J'ai bientôt prévu de me raser le crâne, donc je vous envoie Ah une voilà, petite ça, vidéo. hâte de voir. Moi, la je retiens photo. qu'il faut pas faire de gaufres. Oui, Alors, si. elle va les Quand manger. tu veux. Elle va les manger. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la série Netflix Lupin, créée par George Kay avec notre Omar Sy national. Et je sens que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série, mais avant ça, on va commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité série à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite, alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News. Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'Unagi News et on commence après 4 ans d'attente. La saison 3 de Master of None est enfin annoncée. Le tournage est en cours à Londres et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et on attend toujours l'Avatar en même temps. Les réalisateurs de Riverdale n'ont toujours pas compris qu'il fallait arrêter après la saison 4 qui s'est terminée le 7 mai 2020 et se lance dans la 5e saison pour le 21 janvier 2021 sur Netflix. Au menu, mariage, mort et des acteurs qui en ont marre. Voilà une série qui s'annonce bien. Amel Bent se lance dans l'acting. Elle sera au casting de la série validée sur Canal+. La chanteuse a révélé qu'elle ferait partie du casting de la saison 2 de la série dédiée au milieu du rap. D'autres célébrités devraient également faire une apparition à l'image d'Alonso Uroff. On m'indique dans l'oreillette qu'une saison 10 de The Office pourrait prochainement voir le jour sur NBC, réunissant nouveaux et anciens acteurs. Marvel nous gâte en cette nouvelle année avec la série Loki qui devrait arriver au printemps 2021 et une deuxième saison est déjà envisagée. Mais aussi la mini-série WandaVision qui arrive le 15 janvier. Les fans de Marvel qui avaient le cœur brisé après Endgame pourront vite retrouver du réconfort. Le suspense avait trop longtemps duré, c'est la bonne nouvelle du jour pour les fans de Sex Education. Le tournage de la saison 3 est bien maintenu malgré le nouveau confinement anglais. Eh bien, merci pour toutes ces infos passionnantes. Emma, est-ce que vous voulez réagir sur une ou deux infos autour de la table, Elsa? Amel Ben, je crois que c'est son premier rôle, j'ai jamais... C'est ça, Ouais. exactement. Mais est-ce qu'elle joue son propre rôle ou est-ce qu'elle joue est-ce qu'on sait, pardon, peut-être qu'on sait pas, est-ce qu'elle joue son propre rôle ou est-ce qu'elle joue un personnage? L'info Ça n'a pas été encore donnée. Ouais. Elle va valider la lune. Voilà, Oh. c'est Oh là, ça commence bien avec c'est Elsa ciao Elsa là, c'est fini. Ciao, c'est déjà Et une moi je suis fin. très content qu'on ait une saison 10 de The Office, j'espère qu'il y aura Alors, Stephen Merchant. C'est pas officiel, C'est pas ça officiel, Ouais, c'est c'est pas pensé. officiel. Ils ont dit que pourquoi pas avec la nouvelle plateforme d'NBC lancer D'accord. cette saison 10, mais c'est à voir. Est-ce qu'il y aurait des choses à raconter en fait? Voilà. D'accord. Je vois qu'il y a aussi WandaVision dont tu nous as parlé, dont on risque de traiter dans ce podcast-là. Mhm. J'annonce, ça pourrait arriver. Tout à fait, Mhm. mais personnellement j'ai plus hâte de voir Loki parce que Tom Hiddleston, tout simplement. Ah, là pour une fois on est d'accord. Ah. Tu vois, comme quoi tout On va voir arrive. que dans ce podcast, il n'y a pas toujours beaucoup d'accords entre Emma Jamais. et Florian, mais c'est aussi Jamais. pour ça qu'on les aime finalement. Oh, t'es mignon. Mais oui, Je ne t'aime Mais- pas Florian. yes. Il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Lupin. Il est donc l'heure de passer. Passons à table avec Florian Guillot qui va ouvrir le bal. Préparez-vous car il s'apprête à cambrioler nos esprits en revenant sur les origines de la création de Lupin.
C'est parti pour les origines. Donc Lupin, évidemment, c'est tiré d'une saga de livres écrits par Maurice Leblanc. Ça, je pense que je l'apprends à personne. Et donc, je vais plutôt vous parler de comment ce projet de série a vu le jour. C'est très simple. La société de production, la Gaumont, a appelé Omar Sy et lui a demandé quel héros il aimerait interpréter à la surprise générale. Il a répondu Arsène Lupin. Pourquoi la surprise générale ? Parce que c'est quand même un héros littéraire assez vieillot dans l'inconscient collectif. Et pourtant, Omar Sy a déclaré que pour lui, Lupin c'était tout le monde, c'était personne. Il était classe, élégant, malin. Il avait un coup d'avance, il était séducteur, chic, actif. Pour lui, c'était vraiment le rêve de tout acteur que d'interpréter Arsène Lupin, parce que il a un peu raison. Avec ce côté dissimulation, il peut jouer une femme, un coup il peut jouer un vieux, il peut jouer un aristo, il peut jouer un mec des quartiers. Donc il y a une palette pour un acteur qui est génial à jouer. Il y a des scènes de comédie parce que qui dit Arsène Lupin dit forcément un peu de sarcasme. Il se joue des forces de l'ordre. Il y a aussi des scènes d'action parce qu'il faut moderniser tout ça par rapport au livre. Et une petite phrase que j'ai retenue d'Omar Sy, il dit qu'il est classe avec les femmes. Et sur ce point, on va peut-être vous apprendre quelque chose, Omar Sy se trompe un peu parce qu'en tout cas ce n'était pas la volonté de Maurice Leblanc, l'auteur. Maurice Leblanc, il faut savoir qu'il n'aimait pas son personnage d'Arsène Lupin. Maurice Leblanc, c'était un auteur qui voulait rentrer à l'Académie française et qui, pour des problèmes d'argent, a continué d'écrire les aventures d'Arsène Lupin parce que c'était ce qui se vendait le mieux, mais ça a fait de lui un auteur populaire et du coup un auteur qui n'a jamais eu sa place à l'Académie. Donc il n'aimait pas trop ce personnage d'Arsène Lupin. En parallèle, Maurice Leblanc, il écrivait souvent des contes érotiques et il a essayé toute sa vie de mettre des passages érotiques et donc pas du tout très classe avec les femmes, très grivois dans ses récits d'Arsène Lupin, et les éditeurs ont à chaque fois retoqué ça pour que ça reste le plus grand public possible. Donc de ce point de vue-là, voilà, on vous l'apprend, Maurice Leblanc, c'était pas ce côté-là qu'il voulait donner à son héros. Pour revenir à la série, comme tu le disais Aurélien, c'est le Britannique George Kay qui est aux manettes, donc c'est drôle de voir que c'est un Britannique qui est le showrunner d'une série sur un personnage vraiment typiquement français. On peut pas avec D'Artagnan faire plus français que Arsène Lupin, et sa volonté, il le dit, ce n'était pas simplement de transposer Arsène Lupin au XXIe siècle comme ça a été fait par la BBC avec Sherlock. Pour lui, et je le cite, « Je voulais montrer à la France, au travers des yeux d'un personnage d'origine ethnique différente, qu'il pouvait faire éclater la bulle de l'establishment français. » Donc là, c'est vraiment c'est de grosses ambitions politiques derrière tout ça. Il nous dit même qu'il voulait parler des inégalités sociales et même de la France-Afrique. Donc on va voir si c'est un pari réussi dans cette série, c'est pas sûr. Les ressemblances qu'il peut y avoir avec le livre, pour terminer, puisque c'est vraiment les origines des origines, c'est donc les livres. Au fil du temps, Arsène Lupin a cessé peu à peu d'être un cambrioleur pour devenir un détective au fur et à mesure des livres. Est-ce que c'est le parti pris que va prendre la série ? On verra. Quelque chose qui est aussi, je pense, gardé dans cette série, c'est que Arsène Lupin était d'origine roturière, mais qu'il rêvait de noblesse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans cet épisode 1. Le personnage d'Hassane Diop vient vraiment des quartiers défavorisés et rêve de noblesse. Dans les livres, quand Arsène Lupin choisissait un pseudo, c'était toujours avec une particule. Dans la série, on voit que ce phénomène de lutte des classes, et je pense qu'on va en reparler, est vraiment présent. Le braquage qu'il veut faire, c'est pas le petit crédit mutuel du coin, c'est carrément un collier qui a appartenu à Marie-Antoinette, elle-même reine déchue par le peuple. Très bien, Florian, pour cette chronique. D'ailleurs, je crois que ce collier-là, c'est un collier qui a vraiment existé, mais par contre qu'on n'a jamais retrouvé, qui a disparu. C'est la petite différence par rapport à la série. Mais d'ailleurs, d'abord, j'ai une première question pour vous tous. Est-ce que vous auriez regardé Lupin si ça n'avait pas été pour ce podcast-là, Elsa? Moi, j'aurais regardé parce que tout d'abord pour voir Omar Sy dans un registre que je ne connaissais pas, et aussi pour découvrir le travail de Louis Leterrier, donc le réalisateur d'Insaisissable, qui a toujours attisé ma curiosité, mais que je connaissais pas vraiment non plus, donc le découvrir plus en profondeur. Et aussi, c'est une première grosse production Netflix, on va dire, donc pour la France, donc envie de découvrir ça quand même. Donc il y avait quelque chose, et vous, Florian et Emma? Moi ouais, j'aurais regardé je pense parce qu'en ce moment dans cette période je m'ennuie un peu, j'ai besoin de trouver de nouvelles choses et j'adore la filmographie d'Omar Sy, donc on va pas se mentir, souvent le casting joue beaucoup pour aider à regarder des choses qu'on n'aurait pas de nous-mêmes regardé, et en plus de ça voilà, c'est par le réalisateur d'Insaisissable qui est mon film préféré, donc il fallait que je le regarde pour l'expérience.
Florian, toi, t'aurais tenté? Je pense pas, ou alors si je l'avais fait, je serais sûrement pas allé au bout de l'épisode 1. Oula. Je pense que ça, Ça commence bien. ça dénote Ça. de ce que je vais vous Ce qui dire va se après. passer. Non, je pense que c'est un personnage compliqué à adapter à notre époque et je pense que je serais pas allé là-dessus. Mais justement, est-ce que Arsène Lupin, vous trouvez que est-ce que Omar Sy est crédible en Arsène Lupin? Emma, oui. Bah, du coup, pour rebondir sur ce que disait Florian, je ne suis pas sûre que ce soit un personnage si difficile que ça à adapter, parce que c'est pour avoir lu les Arsène Lupin, ça fait partie de mon enfance, mon père me faisait lire ça, c'est un personnage qui pour moi n'a pas d'époque. Si on enlève son costume, si on enlève un peu les caractéristiques historiques, comme je disais, tout ce qui est un peu matérialiste, le fond du personnage restera pour moi intemporel. Et je trouve que c'est très crédible. Omar Sy est crédible dans un Arsène Lupin. De toute façon, moi j'adore son jeu d'acteur. Et que la relecture en elle-même, enfin le choix de la mise en scène et du casting et de la réalisation est très bonne. Florian, tu veux répondre? Oui, non, mais je comprends ce que dit Emma, sauf que quand on enlève tous ces côtés-là Arsène Lupin, bah, c'est juste plus Arsène Lupin. Si on prend, si le fond du personnage, comme tu le dis, c'est et qu'on enlève tout le côté déguisement, dissimulation, et c'est simplement quelqu'un qui lutte contre plus fort que lui, qui cambriole des gens qui sont de classe sociale plus haute pour retrouver une justice, une égalité, ben c'est ni plus ni moins que Robin des Bois aussi, dans un certain sens. Donc pour moi, c'est pas Arsène Lupin. Mais la série n'a pas la prétention de jouer Arsène Lupin. C'est pas ça. ce que je dis, c'est quand, Ouais. c'est quand tu dis que c'est pas difficile à adapter si on garde que le fond de ce perso-là. Ben, le truc, c'est que malheureusement, c'est plus ce perso-là, c'est plein de personnages de fiction. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même plus ce côté détective, comme tu disais, que par exemple Robin des Bois qui n'a pas cet aspect très recherche, très policier, on va dire. Elsa, comment tu résumerais ce premier épisode d'ailleurs de Lupin? Alors donc c'est le personnage d'Omar Sy qui doit voler un collier qui se trouve au Louvre, donc le collier de la reine, et il va embarquer toute une équipe pour pouvoir effectuer son coup. Donc il va embarquer des dealers pour l'aider, donc ça va être toute une périple au musée du Louvre. Ce premier épisode se passe au musée du Louvre à l'intérieur aussi, donc c'est très intéressant de voir comment va se passer ce cambriolage. Mais justement, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce premier épisode, toi, Elsa? Moi, c'est beaucoup la mise en scène que j'ai trouvé très rythmée et très spectaculaire, notamment les scènes au Louvre. Des fois, il y a des panoramiques comme ça. Moi, une des scènes qui m'a beaucoup marqué, c'est quand Omar Sy est en homme de ménage, il dépose un tapis vers la pyramide du Louvre et il y a un panoramique et après il devient gentleman, comme ça on le voit sortir d'une voiture avec ses chaussures hyper classe, et je trouve que c'est des mises en scène très intéressantes. Florian, t'es d'accord avec ça ou... Non, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que la mise en scène et le montage sont pas très bien. Enfin, c'est pas ce que je retiens le plus de cet épisode 1. Au contraire, je trouve que tout est sur le même plan, tout est un peu plan-plan, tout est un peu monté de la même façon. Moi, une des grosses critiques que j'ai, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que on n'arrive pas à créer de la nervosité dans cet épisode. On n'arrive pas à créer de la tension, on n'arrive pas à créer de dynamique. Le montage, il est le même en termes de durée des plans, dans toutes les séquences. Donc moi je suis pas du tout bluffé ni par la mise en scène ni par le montage. Il y a Elsa qui veut répondre, je crois que Emma bouillonne. Non, Mais non, moi c'est quelque chose qui, plus que me faire monter en pression, c'est plus attiser ma curiosité de ce personnage en fait. Et du coup c'est pour ça que je trouve que la mise en scène était quand même bien adaptée, c'est que ça permet de montrer un peu toutes les subtilités de ce personnage d'Omar Sy d'un côté, et en même temps attiser la curiosité tout en mêlant un peu d'action pour pouvoir se replonger dans l'intrigue. Emma, toi? Alors moi, je suis comme d'hab pas du tout d'accord avec Florian, dans le sens où je trouve qu'il y a un réel suspense, qu'on a envie de voir jusqu'où le personnage peut aller, parce que c'est ça aussi qui est hyper intéressant, et on se rend compte au fil de ce premier épisode qu'il a toujours 10 coups d'avance, et pour ça c'est hyper intéressant, ça laisse du suspense, et se dire mais en fait t'as l'impression d'être allé au bout de sa manigance, enfin de ses manigances, alors qu'en fait il y a toujours autre chose derrière et encore autre chose, et pour ça je trouve qu'il y a du suspense et qu'il y a de la curiosité qui est attisée, et la mise en scène est très bonne de ce côté-là. Est-ce qu'on y croit à ces 10 coups d'avance? Est-ce que c'est un peu crédible, même si évidemment c'est de la fiction, donc faut accepter le fait que je sais pas, il arrive d'un coup au Louvre sur la voiture, bon il pourrait y avoir des barrages comme ça, mais au-delà de ça, est-ce que c'est quand même assez crédible? Moi j'ai un doute là-dessus. Florian aussi, j'ai l'impression. Pas du tout, mais c'est pas crédible une seconde. Et ce qui est le moins crédible pour moi, c'est que dans cet épisode 1, on a les services de sécurité et les services de police les plus pourris de toute l'histoire de la création. Bienvenue en France. Non mais
Voilà, très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pardon, on a un événement au musée du Louvre avec un collier qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette, qui démarre avec une enchère de 17 millions d'euros. Donc, on peut s'imaginer que ça va monter. Et on a un pauvre flic qui est dehors et qui voit une voiture de sport qui est arrêtée devant la pyramide du Louvre quand il se passe un truc aussi important, à qui on demande de baisser la vitre juste pour éteindre le moteur. Non mais, pardon, est-ce que juste on peut rendre les forces de l'ordre crédibles ? Est-ce qu'on peut créer un vrai obstacle aux héros ? Est-ce qu'il peut y avoir une résistance de ce point de vue-là ? Je trouve que c'est pas du tout bien fait, mais pas du tout. Moi je serais peut-être pas aussi radical que Florian, mais je suis d'accord sur l'idée. J'ai l'impression qu'en fait la volonté de l'effet, c'est-à-dire l'effet de ce cambriolage impressionnant, est au-delà des moyens qu'on y donne. Et c'est-à-dire que le scénariste, quand il écrit ça, il se dit je veux faire un truc de ouf, et il se concentre sur la volonté de faire un braquage de ouf sans aller dans les détails. Comment est-ce qu'on y croit ? Comment faire en sorte qu'on croit à la façon dont ça se fait ? Je suis d'accord que moi j'y crois pas vraiment à ce cambriolage. Toi Emma, tu n'es pas d'accord ? Moi j'y ai cru, mais c'est peut-être mon côté naïf qui a envie de me laisser transporter par l'histoire. Et je trouve que ce cambriolage, il est crédible par une phrase qui est dite par Omar Sy dès le début de la série: vous m'avez vu mais vous m'avez pas regardé. Et juste pour ça, c'est le fil directeur de tout l'épisode 1 qui fait que là on dit ouais c'est pas crédible, mais d'un autre côté tout le monde l'a vu mais personne ne l'a regardé, et c'est pour ça que ce qui peut te paraître trop obvious, trop évident, passe aussi bien. Elsa? Bah, moi je trouve que, encore une fois, c'est un épisode fait pour en mettre plein la vue et nous pousser à se dire mince, on aimerait bien savoir comment il arrive à faire ça, quels sont ses secrets, comment a-t-il appris à faire tout ça, parce qu'on se doute bien qu'il a eu un apprentissage, qu'il n'est pas novice. Donc c'est vrai, je pense que c'est un épisode qui est là pour montrer tout ce qu'on sait faire avec cette série, et pour vous montrer ensuite, découvrir ce personnage et découvrir comment il sait faire ce qui sait le mieux le faire, on va dire. Qu'est-ce que ce premier épisode garde un peu de l'esprit du livre selon vous? Des ambitions à Emma? Le suspense. Le suspense ouais. Et il y a Florian qui rigole, hein. Il y a vraiment des... Ah non. Moi, non. Personnellement, mon avis personnel, c'est le suspense, et je trouve qu'il y a bien cette idée de comment dire, c'est comme je répétais, c'est cette phrase de si on parce qu'on est du petit peuple, on nous regarde pas, et voilà tout ce qu'on peut faire sans être vu en fait. Florian a l'air d'accord. Ah oui, là-dessus, ouais. Là-dessus, moi, c'est la seule chose que je retiens de positif sur cet épisode 1, c'est que ce que je trouve de particulièrement réussi, c'est cette idée-là. Après, sa mise en œuvre et tout, on peut en discuter, mais l'idée de transposer l'invisibilité d'Arsène Lupin jusqu'à l'invibilisation, je ne sais pas si le mot existe vraiment, mais l'invibilisation d'une personne noire issue d'un milieu modeste dans la société française, des gens, du petit personnel auquel on ne fait pas attention, des métiers un peu sous-évalués qui sont parfois méprisés par les élites, et donc ils deviennent invisibles. Cette idée-là de prendre ce grand principe d'Arsène Lupin et de l'utiliser comme ça c'est très ingénieux. C'est très très ingénieux, et je pense que ça parle à beaucoup de gens qui vont pouvoir le regarder. Après, la mise en œuvre, j'ai plus de réserves. On a fini par être d'accord sur un point. Oui, non mais ça, l'idée est très bonne. L'idée, je la trouve très bonne. Je vais y arriver. Bon j'ai l'impression il y a quelques points d'accord, mais il y a quand même des points de division sur lesquels on va revenir. Mais écoutez, dans ce premier épisode donc qui se passe au Louvre, il y a quand même une voiture, on est d'accord, qui fracasse la pyramide inversée. Ça doit avoir un petit prix, ça. Donc il y a Elsa, notre productrice, qui va pouvoir nous éclairer un peu sur la production et sur le tournage de Lupin. J'adore ce son. Oui, découvrons un petit peu les secrets de tournage de Lupin. Donc, comme Florian l'avait dit, c'est tout d'abord une série initiée par Gaumont avec l'aide de Netflix, produite donc par Netflix et Gaumont. L'idée, c'était de faire une série française qui rayonne à l'international. C'est pour ça aussi qu'on a amené Louis Leterrier, qui lui, c'est sa première réalisation en français. Et donc lui est venu ajouter sa patte internationale aussi. Le personnage d'Arsène Lupin, Gaumont avait produit et distribué une trilogie dans les années 60, donc ils sont pas non plus pas familiers avec le personnage, donc ils savent un peu comment l'adapter, comment le rendre plus pimpant, on va dire. Par rapport à Netflix, c'était intéressant pour eux de s'engager dans le projet, puisque c'est l'envie de faire émerger des œuvres audiovisuelles françaises de grosse qualité, des grosses productions, puisque Netflix, pour la petite anecdote, a réaménagé des bureaux à Paris donc en 2019, et en 2020 ils ont annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour les œuvres françaises de sa plateforme. Donc c'est déjà un gros budget. Ils n'ont pas expliqué la répartition, mais on peut imaginer une répartition assez élevée quand même pour Lupin. Donc voilà. Aussi, ce qui est intéressant,
intéressant, c'est que Omar Sy, en plus d'être acteur, est producteur artistique. Donc, c'est-à-dire qu'il avait son mot à dire un petit peu pour le choix des costumes, des décors, des autres acteurs. Il avait en gros son avis à dire. Mais moi, je dirais quand même qu'au-delà de la star qui est Omar Sy, la deuxième star, c'est le Louvre, bien sûr, dans cet épisode. Premier épisode. Donc, un petit point sur le Louvre. Donc, rares ceux qui ont pu tourner à l'intérieur du Louvre. On se souvient du Da Vinci Code et récemment de Jay-Z et Beyoncé qui ont tourné un clip aussi en 2018. Et Louis Leterrier explique qu'ils ont eu des grandes libertés de tournage, ce qui est quand même intéressant pour ce Louvre, puisqu'ils ont pu tourner donc les jours de fermeture plus la nuit, ce qui est quand même beaucoup. Mais tout n'a quand même pas été tourné au Louvre. Notamment les scènes de couloir qu'on voit, ça a été reproduit en studio. Il y a une petite anecdote intéressante quand même. Vous savez, la scène où on voit Omar Sy sortir de la terre, entre guillemets, avec ses escaliers. En fait, c'est Louis Leterrier qui était en repérage dans le Louvre, qui a vu ce mécanisme et qui a demandé donc à la conseillère du Louvre, ça c'est quoi? Et la conseillère a dit, non, ça c'est pas possible. Et sauf qu'il a dit, ah bon? Il a un petit peu forcé le trait, puis elle a dit, ok, on le fera juste une fois. Puis au final, ils ont pu tourner plusieurs fois la scène comme ils voulaient, ils se sont amusés. Donc voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Aussi, c'est pour montrer un petit peu la liberté qu'a eu l'équipe avec ce musée. Par exemple, Omar Sy s'est retrouvé tout seul avec la Joconde pendant 15 minutes, ce qui est quand même impressionnant parce que la Joconde c'est le monument le plus... Qu'est-ce qu'il a fait avec la Joconde? Mais il a regardé. Voilà. Non, il était seul. Voilà, il était seul, mais ce qu'il était seul, c'est ça qui est important à retenir. C'est pas au Louvre, reste au Louvre. Et voilà. Et j'ai fait un petit peu ma détective comme Arsène Lupin à la fin. J'ai voulu regarder quel était le prix de tournage d'une journée au Louvre. Donc je me suis amusée à regarder. Donc d'après la grille forfaitaire du Louvre, une fiction TV de plus de 50 personnes pour un tournage à l'intérieur du musée, c'est 10 000 € la journée hors taxe et c'est 8 heures de présence. Et pour l'extérieur, donc une équipe cinéma de plus de 50 personnes, c'est 8 000 € la journée hors taxe, donc pour 8 heures de présence. Donc on imagine bien que ça a dû coûter quelques sous cette histoire de tournage au Louvre, parce qu'ils ont tourné plusieurs jours, mais c'est intéressant de voir comment ils ont pu s'approprier le Louvre et pour pouvoir vraiment l'exploiter pleinement. Non, merci Elsa, grâce à toi on y voit un peu plus clairement sur le budget et les petites ficelles derrière Lupin. Mais déjà du coup ça se passe au Louvre. Est-ce que c'est pas quand même un peu un des clichés de Paris? Est-ce que c'est pas un peu un Paris de carte postale qu'on aurait dans Lupin, Emma? Excusez-moi, mais après Emily in Paris, tous les clichés peuvent être sortis, que ça sera pas aussi flagrant. C'est pas faux, Emily in Paris a mis la barre très voilà, très haut. exactement. Donc d'accord, bon, pas forcément. Mais alors donc autre chose, est-ce que Lupin vous a époustouflé justement avec cette séquence de cambriolage au Louvre? Est-ce que ça c'est vraiment marquant? Est-ce que ça lance bien quand même un premier épisode, ou alors est-ce que justement un peu mitigé quand même? On l'a un peu évoqué avant, mais rentrons un peu dans le vif du sujet, Elsa. Non, moi je trouve que ça marche bien parce que le Louvre c'est un musée tellement pas épique mais tellement connu, il y a tellement un mystère aussi autour du Louvre avec cette Joconde que pour moi ça m'a vraiment impressionné. Et en plus on voit vraiment l'intérieur du Louvre, c'est ça qui est intéressant par rapport à d'autres films où on voit ils se promènent à l'extérieur, c'est que là on voit l'intérieur du Louvre, comment ça marche, les œuvres, etc. Et on voit aussi tout ce qui est les coulisses, voilà, on voit Louis Leterrier parler d'une fourmilière qui se passe à l'intérieur du Louvre, et ça c'est intéressant. Et pour moi cette scène marche parce qu'il y a cette ambivalence entre les employés qui donc font le ménage et ces gens riches, et il y a vraiment du coup cette idée encore une fois de lutte des classes. Donc pour moi ça marche très bien, et la mise en scène avec ces grands plans à la grue, etc. pour moi ça marche. Florian. Moi je suis pas du tout époustouflé. Non mais pardon, quand on regarde d'autres séries ou d'autres films comme La Casa de Papel par exemple, où je suis loin d'être un fan de La Casa de Papel, mais vraiment, mais au moins l'histoire qui va certainement avec un budget, donc voilà, des contraintes budgétaires pour pas avoir 15 000 figurants, etc. Donc ils font le braquage d'une autre manière, mais il y a une tension qui existe dans l'épisode 1, il y a quelque chose de crédible par rapport aux forces de sécurité, forces de l'ordre, etc. On peut aussi se dire ça d'une série plus ancienne comme Prison Break, où même si le tatouage c'est complètement surréaliste, mais ils ont des difficultés à arriver à leur fin. Dans le film Ocean's 11, il y a des difficultés également dans ce braquage. Là, ici, on arrive quand même sur un événement, je l'ai dit tout à l'heure, mais un événement incroyable avec des milliardaires qui sont réunis tous au même endroit, et il y a un pauvre mec dans sa salle vidéo qui se fait assommer d'un coup de poubelle et qui prend le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a deux pauvres mecs de la sécurité qui sont assommés et on prend leurs fringues et on arrive à juste dire il se passe rien dans les vestiaires avec un mec qui prend le toki et qui dit non c'est bon il se passe rien. Non mais les gars, à un moment donné c'est n'importe quoi. Franchement ça ne fonctionne pas du tout. Ça tire à balles
marrée, elle, sur Lupin. Mais je pense que ça fait partie des codes un peu du genre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout justifier. Moi, pourtant, mais c'est pas ça, mais foutez-nous non. une armée de figurants, de flics partout, quoi. Je suis d'accord pour ça. Foutez-nous partout de la sécurité, qu'il y ait des obstacles. Il n'y a aucun antagoniste, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune résistance. Et pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, tu dis que ça fait partie du genre, et justement non, reprenons un film de Louis Leterrier qui donc réalise les 3 premiers épisodes de Lupin, Insaisissable. Je trouve que le premier Insaisissable, il se passe des trucs de fou et on y croit, parce qu'il y a des obstacles. Absolument. C'est quand même assez bien amené, on comprend la mécanique. Là, c'est quand même un peu gratuit, hein. Tout se fait quand même assez facilement, et je suis d'accord avec Florian, on tape dans le même style exactement, et quasiment plus monumental. Insaisissable réussit à bien, on adhère au truc. Je suis d'accord que Lupin, on y adhère moyennement, hein. Ça veut pas dire qu'on n'y adhère pas, mais je vois Emma qui est triste à côté, qui fait mou. Non, mais il y a sa série préférée qui est en train de se faire. Absolument pas, j'étais en train de me dire que je suis vraiment face ni chaude ni froide face à ce... Ça te dérange pas, toi, que... En fait, elle m'a pas impressionnée plus que ça, sincèrement. J'aurais su que c'était au Louvre ou pas. Okay. La scène en elle-même m'a pas subjuguée. Effectivement, si on compare à un film comme Insaisissable, qui lui avait beaucoup plus cet effet waouh, je trouve, que Lupin, elle m'a pas dérangée. Et elle m'a pas subjugué. Voilà. C'est dommage, c'est tout l'épisode. Mais par exemple, dans cette idée de monumental, moi je pense justement, on le citait, à cette voiture qui tombe de la pyramide inversée. Le flashback, elle saute. Donc non, c'est pas un flashback, la voiture saute, il y a un flashback, ça coupe, et d'un coup, ils sont en bas par terre, et il y a la voiture qui dégringole à peine de la petite... C'est pas un peu... ça c'est vrai, je te l'accorde. Parce que sur le coup, je me suis dit, mais ils ont pas de blessure, ils ont rien. Oui, c'est ça, ils ont rien, ils sont tous... on sait pas comment ils sont sortis de la voiture, mais ils sont tous en bas par terre, il y a la voiture qui dégringole un tout petit peu derrière. C'est pas très... Après, peut-être que le côté grotesque peut être un peu assumé, je sais pas, peut-être que c'était un peu voulu. Je sais pas. Moi, si c'était voulu, c'est un peu raté, parce que on l'a pas compris. Enfin, non. En fait, moi j'ai un peu cette impression que plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est un peu l'idée, je trouve, de la série. Le chloroforme dans le vaporisateur, les gars, c'est compliqué. Non, mais moi, quand ils ont dit on peut mettre ce qu'on veut dans le produit d'entretien, je dis d'accord, malin. Ils vont mettre du chloroforme, mais mettez-le sur un chiffon et vous faites à l'ancienne en plaquant le chiffon plein de chloroforme pour endormir les gars. Mais ils lui vaporisent à distance 4 gouttes. Après, les personnages qui s'occupent de ça sont un peu bébêtes aussi, hein, tu vois. Donc, mais tu as raison. Mais revenons donc à la création de cet épisode-là. Louis Leterrier, est-ce qu'il y a un apport, du coup, est-ce qu'il y a un effet, Louis Leterrier, sur cet épisode 1, ce réalisateur d'Insaisissable, du Choc des Titans, de l'incroyable Hulk qui se retrouve dans cette série Netflix française? Il y a un effet, Leterrier, Emma? Moi, je trouve que oui, mais plus, c'est ce que j'ai préféré de toute façon dans cet épisode 1, c'est plus dans la... comment dire, le backstage de l'événement. C'est comment on en est arrivé là, c'est tout cet effet calculé, la mécanique, voilà, exactement. Et on retrouvait par exemple chez Insaisissable, il y avait beaucoup cette idée de mécanique, voilà comment on va faire, voilà comment ça va marcher, et c'est ça qui m'a le plus plu, parce que moi c'est ce que j'aime bien savoir, par exemple derrière le tour de magie comment ça marche, et derrière les cambriolages comment on s'organise, tout ça, et de ce côté là je trouve que c'est très bien réalisé, que c'est très bien réussi. Florian, t'es d'accord avec ça? Je suis d'accord, sauf que c'est expédié. C'est-à-dire que toute la mécanique, tout le plan, déjà il arrive au bout de 3 minutes d'épisode, alors que juste avant on a une scène où il dit qu'il vient de commencer un job, après il arrive chez les mecs à qui il doit de l'argent, et il a tout de suite un plan de génie élaboré sur 2 ans. Donc ça déjà je trouve ça c'est calculé compliqué. Ça pour le coup après. Oui, c'était calculé à ce moment-là. Il avait déjà son plan avant d'aller chez les dealers. D'accord, mais quand on regarde l'épisode à ce moment-là, on ne comprend pas trop. Ah oui, moi je suis d'accord. Vous avez raison. Mais en soi ça justifie ça pour le coup. Ok. Mais surtout c'est expédié, c'est-à-dire que Emma a raison, c'est un des grands codes du genre, le moment du plan, de la mécanique, où on explique la recette avant de passer à l'œuvre. Ça pour moi c'est expédié. Ça aurait pu être raconté différemment, en plusieurs étapes, façon le professeur de la Casa des Papel, où on peut se dire ah bah oui il avait déjà tout prévu, bah à ce compte là il peut avoir prévu sur 15 ans, c'est un peu difficile à avaler, mais c'est un peu mieux fait par exemple dans cet exemple là c'est trop rapide. D'accord, Elsa, rapidement. Mais justement, ça me donne envie de voir le reste de la série, parce que je me dis comment est-ce qu'on en est arrivé là, tout simplement. Alors, en plus, ça va. Toi, Elsa, pour le coup, tu l'as vu, on y reviendra plus tard, on aura ton avis plus éclairé sur cette première partie de la saison 1 de Lupin. Mais Emma, toi, tu vas nous en dire un peu plus sur le thème de la série, comment l'adaptation du livre a-t-elle été faite, quelle résonance avec notre monde d'aujourd'hui on peut trouver si on décide de regarder cette série. Mais donc, il est l'heure du focus d'Emma.
Effectivement, cette semaine, on se focus sur la réadaptation des livres dans les séries. On connaît tous des séries réadaptant des livres pour offrir des histoires connues de tous sous un nouveau jour. Comme le disait Florian tout à l'heure, on a Sherlock qui a été réalisé par BBC, enfin qu'on trouve sur BBC. On a aussi Penny Dreadful, dont je vous parlerai un peu après, qui sera mon exemple un peu, mais The Witchers ou encore Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Réadapter un livre dans une série n'a plus rien de neuf, je trouve aujourd'hui, et il faut savoir trouver du nouveau. Par exemple, certaines séries vont choisir un aspect facile avec plein de guillemets en réadaptant un peu vraiment originalement le livre, comme les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ou The Witcher. Mais dans d'autres cas, on va choisir de la complexité et de réinventer ce qu'on connaît déjà. Par exemple, on va trouver ça dans la série Penny Dreadful. Je sais pas si l'un de vous les a déjà vus. J'ai vu, ouais. T'as aimé ? Ouais, j'aime bien les deux premières. La troisième, j'ai pas trop accroché, Okay. mais les deux premières, ouais. Moi, c'est une série que j'ai vraiment adorée parce que, étant une grande fan de littérature, ça représentait tout ce que j'aimais et avec un casting incroyable. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, Penny Dreadful est une série fantastique, mystique, mais aussi historique. Elle dépeint l'Angleterre colonialiste du 19e siècle et à l'intérieur, on mixe mythologie, grande littérature et série. C'était le grand défi du réalisateur John Logan, reprendre quelques-uns des plus grands personnages de la littérature comme Dorian Gray, on a aussi Mina Harker, Abraham Van Helsing, Dracula, on va avoir aussi Dr. Jekyll, Mr. Hyde, enfin voilà, on va vraiment tous les personnages de la fiction gothique qui vont être retrouvés à un seul et même endroit et qui vont se rencontrer, ce qui serait tout à fait plausible parce que tout se passe à peu près à la même époque, au même siècle, et donc ça pourrait vraiment se passer. Et ça marche en fait, ces grandes figures romanesques se fondent intelligemment dans le grand récit gothique de Logan. Mais pourquoi ce choix de direction ? Vous me direz, pourquoi est-ce que John Logan a voulu Mais faire pourquoi ça ? ce choix de direction, Emma ? Merci Florian de poser la question. John Logan y a répondu dans une interview. Il a expliqué qu'il se demandait s'il existait un moyen de faire ça maintenant et de prendre les personnages au sérieux. Et si Lupin prenait en fait la même logique ? Et moi je l'ai trouvé vraiment dans cette série que le personnage d'Hassan prenait tout son sens grâce au livre d'Arsène Lupin. Lupin sort du lot pour une raison bien particulière. Non seulement elle adapte les passages de la saga Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, mais elle en fait un personnage à part entière. Le livre n'est pas seulement une source, c'est aussi un personnage marquant, c'est un objet qui va être un point dans le temps, un point d'action et qui va permettre à la série de prendre tout son sens. Sans le livre, la série n'existe pas, comme les séries adaptées de romans, vous me direz, mais en plus de ça, en fait, c'est de l'inspiration, elle est acteur, c'est un plot twist et c'est une clé de tous les mystères, c'est là où on retrouve toutes les réponses. Pourquoi ne se servir du livre que comme inspiration quand il peut être beaucoup plus que ça ? Et c'est le défi que s'est lancé, je trouve, Lupin dans cette série. C'est la ligne directrice de la série. Il n'est plus question de faire une adaptation comme me l'avait expliqué Florent plus haut, mais de présenter comme un nouveau genre, un nouveau type d'association série-littérature. Mais alors aussi, vous me direz, comment donner un coup de jeune à un personnage qui fête maintenant ses 150 ans ? Mais comment donner un coup de jeune à un personnage qui fête maintenant ses 150 ans ? Ouais, bah je vais te répondre tout de suite, Florian. Ah, merci. La série Lupin met de nombreuses ressemblances avec le livre en les adaptant en fait de manière beaucoup plus actuelle et qui parle réellement au public. On passe d'un personnage en chapeau haute forme et monocle à Hassan, le gentleman cambrioleur du 21e siècle, qui est un génie de l'informatique en sweatshirt et en costard, ou bien en costard à un certain moment dans la série. Et bien sûr, on va parler aussi des inégalités qui sont très présentes et beaucoup plus marquées au 21e siècle avec le racisme, celui dont Hassan est victime comme son père aurait pu l'être avant lui, a pu l'être avant lui tout simplement. Le héros va tourner ses préjugés à son avantage, ceux qui sont tout hauts, c'est une citation de la série, ceux qui sont tout hauts alors que nous sommes tout bas, ils ne nous regardent même pas. Elle dépoussière le costume d'Arsène Lupin, on lui donne un petit coup de polish, une adaptation contemporaine, vive et légère des aventures du gentleman cambrioleur du 21e siècle. On peut parler de réinventation, d'un rebooting, comme l'a dit d'ailleurs Louis Leterrier dans une interview, qui s'adresse au nouveau public de Lupin, mais aussi à l'ancien public qu'il connaît déjà. Chacun peut avoir ses repères et chacun peut y trouver un peu sa patte à l'intérieur. Cette série, je trouve aussi, en plus de ça, nous donne un joli message, c'est que certaines histoires n'ont pas d'âge, elles n'ont pas d'époque et n'ont pas de limite de temps, comme par exemple avait pu montrer le livre 1914. La littérature sait trouver sa place malgré les époques, il suffit juste de s'y pencher un peu plus. Et pour finir tout ça, j'aimerais faire une petite mention spéciale à la com qui avait été établie pour la sortie de la série. Les influenceurs ont reçu une boîte en fait avec des goodies Arsène Lupin, avec tout ce qu'il faut pour regarder la série depuis chez soi, et dedans il y avait le livre en fait qui était adapté à chaque influenceur avec leur portrait dessus.
Ah bah c'est sympa, on aurait bien aimé recevoir Netflix, n'hésitez Netflix, pas. si Boîte vous de nous entendez. goodies. Pour la prochaine série, n'hésitez pas. Florian, tu voulais réagir, je Oui, crois. non, j'entendais Emma parler de racisme et effectivement c'est longuement traité dans la série. Je voulais savoir si tu m'autorisais à faire un tout petit passage sur ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux par rapport au racisme envers Omar Sy. Vas-y. Il y a des questions qui se posent et je trouve ça intéressant que dans ce podcast on puisse donner les clés à des gens qui savent pas quoi répondre à ces arguments racistes. On entend dire pourquoi est-ce qu'on prend pas un acteur blanc pour jouer un personnage qui a toujours été blanc et un acteur noir pour jouer un personnage qui a toujours été noir. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on irait prendre Danny Boone pour jouer un biopic de Nelson Mandela. Et c'est vrai que au départ, pour les gens qui n'ont pas forcément les armes pour répondre, ça peut être un peu désarmant. Donc c'est pour ça que je me permets de proposer des réponses, parce que ça me semble être un sujet très important. La réponse pour moi, elle tient dans 2 paramètres. Le premier, c'est que il y en a un, c'est un personnage de fiction, l'autre, c'est un personnage réel. Dans la fiction, on fait ce qu'on veut. Captain America va être joué par un noir puisque c'est l'acteur qui jouait Faucon qui va reprendre ce rôle-là. La Torche Humaine dans les Marvel l'a déjà été aussi dans la franchise des 4 Fantastiques. Le Dr Watson dans Elementary est joué par Lucy Liu. Thor va devenir une femme. Dans Marvel, l'ancien avec Doctor Strange est joué par une femme, Tilda Swinton. Et il y a même une série qui s'appelle Dr Jekyll et Sister Hyde où donc le double maléfique est une femme. Donc que cet argument soit bien entendu par tous les racistes de la Terre, avec la fiction, on fait ce qu'on veut. Et la deuxième chose, parce qu'ils vont toujours nous répondre « Ah ouais, ben dans ce cas-là, faites un Kirikou blanc ou un Black Panther blanc et puis on va voir ce que ça va donner ». Là, l'argument, il est un peu plus simple, c'est l'argument de la pertinence. C'est-à-dire que, dans les exemples que je vous ai cités juste avant, la couleur de peau, le sexe, les origines n'ont aucun lien, n'ont aucune influence sur le personnage. Ces caractéristiques-là que l'on change, ça n'a aucune influence. Alors que dans les exemples que prennent ce genre de personnes, ces détracteurs-là, ce sont des exemples où les personnages sont intrinsèquement liés à leurs origines, donc forcément ce sont des exemples qui ne marchent pas. Faire un Kirikou blanc ou un Black Panther blanc, si on prend l'exemple de la pertinence, l'argument de la pertinence, ça ne peut pas fonctionner. Ben voilà de bons arguments pour répondre aux commentaires racistes qui ont été nombreux effectivement sur les réseaux sociaux avec la sortie de Lupin. J'ai une question qui du coup n'est pas tout à fait sur ce que tu disais, mais en tout cas qui parle des flashbacks et donc de l'histoire de la série. Il y a beaucoup de flashbacks dans Lupin, faut s'y attendre. Moi j'ai vu les 5 premiers épisodes, voilà, il y en a une bonne plâtrée. Est-ce que c'est pas un peu lourd ces flashbacks, ça vous a pas un peu agacé, Elsa? Bah moi justement, vu que le premier épisode a attisé ma curiosité, j'aimais bien ces flashbacks parce que ça permettait un peu de comprendre les motivations du personnage de Marcy, de Hassan. Donc pour moi, ils sont, et en plus j'étais trouvé plutôt bien amenés. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a un qui arrive au moment où on ouvre le coffre pour voir le collier de la reine et on tombe dans le flashback où à ce moment-là aussi on ouvre un coffre. Donc je trouve que dans la mise en scène, ils sont plutôt bien pensés pour les amener pour pas que ça soit aléatoire, on va dire. Je crois que Florian n'est pas d'accord avec ça. C'est étonnant. Je les trouve pas particulièrement bien amenés. Ça me dérange pas qu'il y en ait, ça me dérange pas qu'ils prennent qu'ils fassent ce choix-là de narration. Cette facilité-là, je dirais. Peut-être cette facilité-là si tu veux, mais ou même le manque d'originalité me dérange pas. Ça me va très bien qu'ils utilisent ce procédé-là pour le faire. Je trouve juste qu'ils sont mal amenés, qu'ils racontent pas grand-chose. Ils racontent pas grand-chose de ce qu'est le personnage d'Hassan Diop en fait dans ces flashbacks. Je trouve que son passé proche, quand donc c'est Omar Sy, il est un peu éludé. Sa vie de famille par exemple on la comprend pas trop dans cet épisode 1, peut-être qu'on la comprendra un peu plus tard, et en même temps son passé lointain on n'apprend rien de lui avec ces flashbacks, donc si c'est les utiliser pour rien, ça me dérange un peu. Et après du point de vue de la forme, j'aurais aimé qu'on sente plus, qu'il y ait un petit traitement de l'image, qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on sente plus le flashback. Emma, toi tu nous citais donc John Logan, le showrunner de Penny Dreadful, qui disait: je me demandais s'il existe un moyen de faire donc cela maintenant, de prendre des personnages au sérieux. Donc il parlait des personnages des livres gothiques, mais est-ce que ça marche pour toi ça avec Lupin? Donc bien sûr c'est pas le créateur de George Kay sur Lupin qui a dit ça, mais est-ce que tu as l'impression qu'on prend au sérieux ce Lupin moderne? Moi je trouve que oui, mais après c'est parce que la série m'a plu et que je trouve que l'histoire du personnage c'est pour moi, si je peux dire, un des bons arguments de ce qu'il fait actuellement et pourquoi il est comme ça actuellement. Et en fait moi je le trouve totalement crédible. Je trouve que il est intelligent et c'est grâce un peu à tout ce qui lui est arrivé qu'il a pu être intelligent et qu'il a pu rebondir sur les choses qui lui sont arrivées et être la personne qu'il est actuellement.
Alors au-delà de ça, et je crois que tu l'as évoqué, Florian, il n'y a pas d'antagoniste vraiment dans cet épisode 1, bien sûr, pour avoir regardé la suite, il y en a un qui va pointer le bout de son nez, mais est-ce que le fait de commencer sans véritable antagoniste, c'est un petit handicap pour la série ou pas Elsa, vas-y. Encore une fois, on revient à cette histoire, à cette idée qu'on veut montrer un personnage de Marcy fort et intelligent et qui sait ce qu'il veut faire en fait. On comprend son plan. L'idée, c'est vraiment d'amener, je pense, du point de vue du personnage de Marcy pour nous emmener avec lui et découvrir ce qu'il veut faire. Donc l'idée, c'est pas vraiment qu'il lutte tout de suite, c'est de créer un adversaire de plus en plus gros par la suite. Il y a Florian qui veut réagir. Moi, je pense que c'est un vrai problème qu'il n'y ait pas d'antagoniste parce que, comme le disait tout à l'heure Emma, il y a des codes dans ce genre de choses. On peut se passer des codes, mais il faut que ce soit vraiment un bijou. Sinon, il vaut mieux revenir au code et rester sur des rails. Il y a l'épisode de la mécanique et il y a aussi l'antagoniste qu'on est en train de dérober. Il y a un personnage fort, il y a une entité forte. Là, elle manque et donc il y a le gros antagoniste qui manque et il y a même les petits antagonistes, c'est-à-dire les petites résistances que sont les flics, les mecs de sécu qui sont inexistants. Christopher Nolan, par exemple, dans les Batman, fait des flics. Parce que je sais que t'aimes bien Christopher Nolan. Moi, pas du tout. Si. Les flics ont un vrai rôle, ont un vrai poids, ont une vraie importance. C'est pas juste des faire-valoir comme une Julie Lescaut qui dans des années 90 ne servirait à rien. Emma, oui. Moi, là où je trouve que, en fait, ce qui peut être intelligent, c'est que l'antagoniste du premier épisode que j'ai vu, peut-être arrivera plus tard parce qu'il y a un policier qui se montre plus, on va dire, plus malin que les autres et qui comprend un peu plus la logique derrière tout ça. Et ça pourrait être le potentiel antagoniste, mais on attend. En fait, je pense que c'est juste que vu que personne ne le prend au sérieux, il peut pas être l'antagoniste qu'il devrait être. Florian. Ce qui me dérange juste dans ce flic, c'est que on sent que la série force les ponts avec Arsène Lupin. Comme par hasard, quand il est au téléphone, ah oui, vous savez, moi chef, je suis fan d'Arsène Lupin. Pour moi, c'est vraiment c'est compliqué quoi. Ça force les ponts. Ça marche pas trop. Bon, avant le cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il faut continuer ou non à regarder la série, j'aimerais d'abord que l'on dise à nos auditeurs quelles œuvres pourraient leur plaire s'ils ont aimé Lupin. Il est donc l'heure des recos de Flo. C'est pas mal ça, les recos de Flo, ça, c'est rythmique. Bien trouvé. Très rapidement, donc si vous aimez ce genre des séries de braquage, il a évidemment La Casa de Papel. C'est une petite série qui n'a pas fait grand bruit, que vous ne connaissez peut-être pas. À peine. Très peu de budget, très peu de vues, donc voilà, La Casa de Papel. Une autre qui vient de débarquer en 2020, qui est une série colombienne également sur Netflix, qui s'appelle Le Grand Braquage. Donc ça dit bien de quoi ça parle, vous pouvez aller la voir, c'est assez sympa. Une série un peu plus ancienne qui s'appelle FBI Duo très spécial, qui a fait les beaux jours de France 2, il me semble. C'était un spécialiste de l'arnaque qui faisait équipe avec le seul flic qui a réussi à l'attraper en mettant sa malice au service de la police pour arrêter d'autres criminels. Donc là, c'est vraiment une grande histoire avec chaque épisode, une petite histoire pour arrêter d'autres criminels. Si on veut parler d'autres personnages, d'autres grands personnages littéraires, on a évidemment Sherlock Holmes, qu'on peut retrouver, on l'a déjà cité dans Sherlock de BBC, série incroyable, ou Elementary, que vous pouvez voir sur M6, par exemple. Niveau film, peut-être que vous en parlerez un jour dans un petit podcast qui s'appelle Clapement 5. Si vous ne connaissez pas, il faut aller le voir. On a évidemment la saga Ocean's 11 sur les braquages. On a Insaisissable de Louis Leterrier aussi, comme l'a dit Emma tout à l'heure. On avait le film Arsène Lupin avec Romain Duris. Et vous avez ce fameux film qu'il ne faut pas voir, qui est Enola Holmes. Je suis d'accord. Enola Holmes sur les aventures de la sœur de Sherlock Holmes qu'on vous recommande de ne pas forcément regarder. Très peu, on vous le recommande très peu. Et par contre, ce qu'on vous recommande vraiment, c'est sur les histoires d'Arsène Lupin, c'est un manga qui s'appelle Monkey Punch, qui a imaginé les aventures du petit-fils d'Arsène Lupin. Donc là, on est sur de l'animation avec ce manga et qui est vraiment une grande réussite. Bon, des belles recommandations, mais cher serial killer, il est de mon devoir de vous dire à présent qu'il va falloir faire ce choix fatidique. Il est l'heure donc du cliffhanger. Est-ce qu'il faut, oui ou non, continuer à regarder Lupin ? C'est la réponse dans un instant. Elsa Morel, est-ce qu'on regarde Lupin entièrement ou pas ? Alors, à partir du premier épisode, moi je regarde la série entièrement tout simplement parce que j'ai envie d'en savoir plus et j'ai trouvé ça très prometteur. Très bien, Florian. Alors, je vais vous surprendre, mais oui.
Il faut regarder Lupin. Pourquoi ? Parce Après l'avoir assassiné pendant... Tout le long, il a dit Oui, je suis pas mais- d'accord, non, ça va pas. Et puis là, Oui, mais je pense qu'il faut le voir parce que c'est une création française et plus on va faire de créations françaises, plus on va s'améliorer. Il y a, dans les années 90, les fictions françaises, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Tout le monde s'est amélioré. Aujourd'hui, on a un niveau de qualité qui est très haut. Je rappelle mes 2 grosses réserves sur cet épisode 1. Sur la forme, ça manque de nervosité, de tension. Sur le fond, ça manque de résistance, d'obstacles au héros, d'antagonisme. Emma. Bah moi j'ai adoré, donc bien sûr que je dis qu'il faut regarder la suite. Enfin déjà j'ai attendu pour ne pas regarder la suite, je la regarde dès ce soir. Et voilà, je trouve qu'il y avait une super entrée en action, que la présentation des personnages était bien grâce au flashback, qui pour moi était essentiel pour un premier épisode, pour qu'on comprenne un peu l'arrière. Gros point fort, j'avais très peur que ce soit une voix off tout le long de l'épisode et que voilà l'épisode soit mené par une voix off, comme le montrait en fait la bande annonce. Finalement pas du tout, donc j'ai envie de voir la suite et je m'y mets dès ce soir. Bah alors en ce qui me concerne, moi j'ai vu les 5 premiers épisodes, cette première partie de saison disponible sur Netflix. Pour le premier épisode, je dis même si j'avais vu que celui-là, j'aurais quand même continué à regarder parce qu'il est quand même, il a bien attisé ma curiosité, même si je trouve qu'il a des défauts, notamment scénaristiques. Il part un peu dans des poncifs, mais en matière de mise en scène, je trouve que quand même Louis Leterrier est quand même à la hauteur de ses talents. Et pour avoir vu ces 5 premiers épisodes, j'ai quand même trouvé ça prometteur, disons. C'est pas suffisant pour me captiver pleinement, mais c'est prometteur. Donc à voir s'il y a moins de flashbacks et si on rentre vraiment dans le vif du sujet. La deuxième partie peut être vraiment palpitante. Elsa, toi aussi t'as vu oui, ces 5 j'ai premiers triché épisodes? un peu aussi, j'ai regardé les 5 premiers épisodes et pour moi ça m'a déçu en fait parce que je trouve que la qualité va en dégraissant. Je suis pas d'accord, oui. Mais... C'est-à-dire que le vrai antagoniste, je trouve qu'il met 10 ans à arriver. Ah oui, ça oui, c'est sûr. Voilà, donc justement, parce que Omar Sy, c'est bien de le voir à chaque fois réussir ses tours, mais effectivement, au bout d'un moment, on aimerait qu'il y ait de la résistance, et là, il met un peu longtemps à arriver, et puis c'est un peu vu et revu cette histoire. Donc, tu regarderas quand même la seconde partie de la saison 1 ou oui, pas? parce que j'ai commencé, alors Voilà, ça marche bien quand même. Ils ont bien réussi à nous accrocher. j'ai envie de savoir la suite, et puis il y a un petit cliffhanger sympa pour la fin. Bon bah voilà pour tous les auditeurs d'épisode 1, vous savez maintenant que nous vous recommandons quand même a priori de suivre la totalité de cette saison 1 de Lupin. Mais n'hésitez pas à nous dire vous en commentaire si vous êtes d'accord avec nos arguments, si vous aussi vous avez le même avis et si vous allez regarder ou non les prochains épisodes de Lupin et pourquoi. Mais on va pas se quitter comme ça quand même, vous êtes des experts de la série je crois bien autour de cette table. Alors on va vous mettre au défi dans un blind test série. Vous aussi chez vous, vous pouvez jouer tout seul, entre amis, entre accros de série, c'est fait pour tout le monde. Il y a un enjeu à la fin de ce blind test, le serial killer qui le remportera pourra choisir une prochaine série sur laquelle nous nous pencherons. I accept that challenge. Challenge accepted. Voilà le petit challenge accepté de How I Met Your Mother pour lancer ce... Meilleure série du monde. Très bonne série How I Met. Pour lancer ce blind test, ça n'aime pas y aller. On refait un débat. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? La personne qui marque le plus de points pourra donc choisir pour un prochain épisode le sujet. On commence gentiment, doucement avec ça. C'est Elsa, je crois, en premier. Je crois que c'est Elsa. Desperate Housewives. Un point pour Elsa avec J'ai pas Desperate compris qu'on Housewives. était sur les génériques, moi. Tu l'as dit? Non, mais Ah sur oui, voilà, Elsa, d'accord. c'est logique comme Et ça. donc il faut dire G. Très bien. Ok. Oui, toujours. Ça, Ok. ça, c'est On toujours peut dire ça. générique? Non. Non, tu te Si t'as le compliques droit, la dis-le, hein, si t'as le Non. temps. Allons-y pour le second. Générique. Oui. C'est engrenage. Engrenage, un point pour Elsa, un point pour Florian, ça marche bien le C'est G très du drôle. générique. Générique. Exactement. Si les gens n'avaient pas compris. Le... Oui, Oui. on explique. on Merci insiste. Florian. Allons-y pour le troisième. Elsa. Orange is the New Black. Exactement, Orange is the New Black. 2 pour Elsa, 1 pour Florian, 0 pour Emma. Il en reste 2. C'est parti. Générique. Vas-y. Sherlock. Non, c'est pas Sherlock. J'ai Vas-y, Elsa. les orphelins Baudelaire là où j'ai Non. pas Elle a pas dinérique. Non. J'ai Oui. Penny Dreadful. Non plus. Ah, c'est- C'est bien une série anglaise par contre. J'ai Vas-y. Downton Abbey. Exactement, Downton Abbey, Mmh. tout à fait. 3e point pour Elsa. Bon, a priori, Elsa est sur la victoire. On y va pour le dernier, c'est celui-là. Mais c'est le point qui coûte 1000. Non. Bah j'ai Oui. Lupin. Lupin.
On a fait un épisode entier sur Lupin et Elsa était la seule à reconnaître le générique T'en de reviens, ça me Lupin. dit un truc ça. Je viens pas de le voir. Elle est Victoire forte. écrasante. Elle est forte, victoire écrasante d'Elsa qui pourra donc choisir le sujet d'un prochain épisode. Et bien voilà, justement, épisode 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous nos serial killers d'avoir Merci. été avec nous. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent ce podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager au maximum afin de nous donner de la force. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram avec notre compte @épisode 1 podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode d'épisode 1 et à très bientôt pour un prochain épisode.